This is a photograph of Albert Dada, gas worker and resident of Bordeaux, France. The picture is part of a series of photographs taken around 1891 by the director of photography at the Bordeaux Faculty of Medicine. In this picture, the third in a series of 4, Albert appears ill with what doctors then called ambulatory automatism. This term means that Albert suffered a kind of daytime sleepwalking. He would black out and then walk from his native Bordeaux, sometimes waking up as far away as Russia or Algeria. Here, Albert is hypnotized. Everything about this photograph belongs to the past. Albert is dead. His disorder is a historical oddity. Psychiatry no longer relies on hypnotism. Portraiture has disappeared from psychiatry almost completely. But for the 19th century French psychiatrist, photography was a tool that paradoxically showed the patient's true condition and split one patient into several. The photographs show Albert in 3 states: the good citizen, the patient, the madman. 3 Alberts, each with his own image, each with his own history. I think about Albert, and I wonder what to tell you. I could tell you about his crazy travels, or the progression of his illness, or the sad story of his kidnapped daughter. Maybe I should tell you about something else. Several years ago, a Japanese student locked himself in a hotel room in Paris. He arrived by train to Gare du Nord and checked into a nearby hotel, possibly one on this avenue. The student cut himself off from the city, then from the hotel staff. He thought he was being followed. He thought his hotel room was bugged. The staff called the authorities. Later, he was institutionalized and repatriated. According to the press, in recent years, a quote-unquote depression has been striking Japanese travelers in Paris. One article describes a 24-hour hotline set up for Japanese tourists in distress. Others describe disappointment, insane episodes, hospitalized tourists. The articles gave no details, no locations, no patients' names. Most of the men and women named were psychiatric professionals. These are 2 of them: the retired psychiatrist Jean Garabet and the retired professor of applied immunology and rheumatology, Mario Rano. I asked them about the articles and this strange depression called Paris syndrome by the press. Bien. Ce syndrome a été décrit par un médecin japonais, le docteur Ota, qui est un psychiatre, et il s'agit, si on veut vraiment le résumer, de l'apparition brutale, en général, de troubles psychiques ou de troubles psychiatriques chez des Japonais séjournant à Paris. La durée du séjour peut être brève, un court séjour, un court voyage touristique, ou parfois se manifester au cours d'un séjour plus long chez des sujets travaillant à Paris pour plusieurs mois pour le compte d'une société japonaise, par exemple. Ce qui est aussi spécifique du syndrome de Paris chez les Japonais, c'est qu'ils ont souvent une vision très idéalisée de Paris. Nous avons nous-mêmes la même représentation du Japon. On imagine telle ou telle ville japonaise et on est surpris, ils sont surpris quand ils voient que ça ne correspond pas à l'image, exactement à l'image idéalisée qu'ils avaient. Et il y a comme ça des quantités d'autres repères. Je ne sais pas, ils connaissent un monument par des gravures, des illustrations, des tableaux, et tout d'un coup ils disent mais ce monument-là, ce n'est pas celui que nous imaginions. In 1991, Dr. Hiroaki Ota published a book in Japanese called Paris Syndrome.
This is the only picture I could find of Dr. Ota. Based at St. Anne's Hospital, he receives many of the Japanese travelers who fall ill in Paris. I reached Dr. Ota's wife by phone, and she claimed her husband was in Japan attending to family matters. She added, "Besides, he does not give interviews." Cela m'est difficile. Je l'ai rencontré une fois au cours de ce symposium que nous avions organisé à la Maison du Japon. C'était il y a une dizaine d'années. J'avoue que je ne l'ai pas revu depuis. Je sais qu'actuellement, il prépare un ouvrage qui serait consacré à ce syndrome. La préparation en est, semble-t-il, assez longue. Et je sais qu'il est retourné au Japon ces mois derniers. Le secrétaire général de notre association, le docteur Benamou, qui lui est psychiatre, avait essayé de rentrer en contact avec lui pour organiser, après tout ce qu'on avait dit sur le syndrome de Paris, un symposium sous l'égide de notre société pour faire le point actuel de ce que c'était vraiment. Mais comme il était parti au Japon, nous n'avons pas pu avoir de contact et actuellement, ce projet est en sommeil. Without Ota, Paris syndrome becomes an illness without an author. Journalists and psychiatrists took over the conversation, first putting the syndrome on the public record in the early 90s. But why now? Why not 40 or 50 years ago? Surely Japanese travelers have been coming to Paris for some time. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Japonais qui venaient en France, comme d'ailleurs les Français qui allaient au Japon, étaient en très petit nombre. La venue des Japonais en grand nombre, ça correspond au tourisme de masse, qui est ce phénomène qui est apparu, je ne sais pas quand, dans les années 80. Je sais que, par exemple, les premières fois où je suis allé au Japon, un touriste français, à Tokyo même, était encore une curiosité. Mais c'est l'augmentation du tourisme de masse rendue possible par le développement de l'aviation à grande capacité qui fait que de nombreux Japonais sont venus très rapidement sans avoir le temps de préparation que représentaient avant la guerre les traversées de 2 mois par bateau et qui se sont trouvés brutalement transplantés dans un univers différent, d'une part différent du leur, ça ils s'y attendaient, mais également différent de ce que leur avaient présenté très volontiers les médias japonais, les journaux, les magazines destinés principalement au public féminin qui montrent Paris sous l'aspect d'une capitale de la mode et encore vivant les souvenirs de Renoir et de Van Gogh. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait plus eu de syndrome de Paris, c'est pour moi très lié donc à ce tourisme de masse. D'ailleurs, quand Stendhal lui-même parle de tourisme, puisque c'est lui qui crée le mot et l'expression, les tours, comme par exemple les tours en Italie, sont le fait d'un très petit nombre de personnes. Les grands aristocrates anglais qui vont en Italie au XVIIe ou XVIIIe siècle sont très peu nombreux. Stendhal also helped create these strange travel syndromes. In 1817, the French writer published a travelogue called Rome, Naples, and Florence. In it, Stendhal relates his experiences viewing the frescoes in the Santa Croce Basilica. The passage is very short, only a few lines in a book of hundreds of pages, but much has been made of it. Immediately after viewing the paintings of Alterano and Bronzino, he
he experienced heart palpitations and almost fainted. In 1989, a Florentine psychiatrist, Graziella Margherini, published a book called Stendhal syndrome. During the previous decade, she found that more than 100 tourists in Florence suffered reactions similar to Stendhal's. She concluded that the rigors of travel, plus viewing an overwhelming number of masterpieces, caused many travelers to suffer a mental collapse. But that wasn't the history I was interested in. Men like Stendhal traveled by choice. Class privilege facilitated their movements. I was interested in a kind of travel rarely discussed, not a conquest of place, but a kind of travel where the place conquers the traveler. These were travelers who sought a cure. They were the sick, the mad, the tubercular. These travelers left their cities, trading in the damp for the warmth. Far away from industrialized cities, the bleeding would stop, vision would return. Their pain would forget them. These were the men and women who lost themselves in a landscape of renewal. Je suis le docteur Mahmoudia, je suis psychiatre, praticien hospitalier, responsable des urgences médico-chirurgicales, des urgences psychiatriques à l'Hôtel-Dieu. Vous savez, j'ai reçu pas mal d'appels, aussi bien des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse, d'Italie. Il y a eu même des articles en Chine parlant de ce syndrome. Je leur ai dit que ce syndrome n'existait pas. J'avais cité l'exemple de cette japonaise qui était à Tokyo et qui avait des hallucinations auditives. Elle entendait la voix de la Vierge Marie qui lui disait de la rejoindre à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est arrivée ici à la cathédrale et à l'intérieur de la cathédrale, ne voyant pas la Vierge, elle a commencé à avoir des troubles du comportement. Elle nous a été amenée ici aux urgences par les pompiers. Donc elle était déjà délirante au Japon. Ce n'est pas Paris qui l'a rendue malade. Nous, on parle beaucoup plus de voyage pathologique, non pas de syndrome de Paris. Le voyage pathologique, c'est un trouble du comportement. On peut le voir soit en pathologie médicale, à ce moment-là, il s'agit d'une altération de la conscience, et se rapproche beaucoup plus d'un automatisme comportemental. Il peut s'agir également d'une thématique messianique, le sujet se sent investi d'une mission. Donc il doit se rendre dans tel endroit, il est sous influence de ces voies hallucinatoires qui lui semblent de se rendre à tel endroit pour faire telle ou telle chose. Voilà de manière générale le voyage pathologique. Il s'agit d'un trouble du comportement, d'un symptôme. On a eu, de par sa position géographique, l'Hôtel-Dieu se trouve au centre de Paris, donc on reçoit une cinquantaine de patients par an qui arrivent aux urgences, amenés soit par la brigade des sapeurs-de-pompiers de Paris ou par le police secours. Et parmi ces 50 personnes, la majorité ce sont des ressortissants français qui viennent de province. Une vingtaine de 20% à peu près ce sont des Européens. On a eu des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Et un petit pourcentage, ce sont des Asiatiques, surtout des Japonais. The hospital at which Dr. Mahmoudia works, Hospital Dieu, is the oldest hospital in France. It is located right next to Notre-Dame, the tourist site attracting the greatest number of mad travelers in Paris. A convenient coincidence. The hospital also houses a hotel in its top floor, right next to the cardiac ward, if I remember correctly. In today's Paris, Stendhal's heart palpitations would not have taken him far. Mon opinion sur la question. Alors le terme syndrome de Paris est un terme effectivement un tout petit peu
fourre-tout, comme on dit en français, c'est-à-dire que ça regroupe plusieurs types de maladies, plusieurs types de symptômes et plusieurs types de structures psychiques. Ce qui fait que c'est très difficile de parler en termes cliniques de syndrome de Paris. Cliniquement, scientifiquement, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, le syndrome de Paris. Parce que parmi par exemple les patients que j'ai, qui viennent me voir, il y a plusieurs types de structures psychiques. Donc on ne peut pas évidemment tous les regrouper. En fait, les regrouper et les mettre dans le même sac. Pourquoi vous pensez que les gens s'y intéressent au syndrome de Paris ? Parce qu'en même temps, c'est vrai que ça existe. C'est vrai. Moi, je dis que je ne suis pas convaincue de la manière dont les choses sont expliquées. Hein. Mais les syndromes, enfin ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler les syndromes existent. Donc c'est vrai que c'est étrange, c'est un peu mystérieux. On peut se demander ce que c'est vrai. Donc ça doit intéresser les Français surtout, et même les Japonais d'ailleurs, ça leur parle. Donc il y a quelque chose de la vérité, mais qui n'est pas exploité en tant que tel, par la presse en tout cas, et ni par les médecins, This is Erika Nasu, a psychoanalyst who has also worked with the Japanese embassy. If Japanese travelers don't see Dr. Ota, they are sometimes referred to Erika Nasu. Nasu is the only psychoanalyst I spoke to, and is one of the few Japanese psychoanalysts practicing today. Il n'y a pas vraiment de statut de psychanalyste, c'est très rare. Il n'y a pas vraiment de vrais psychanalystes au Japon. Il y en a quelques-uns qui exercent en tant que psychanalystes, mais c'est pas très populaire, la psychanalyse au Japon. Des Japonais au fait de parler, à la parole, il y a une certaine difficulté des Japonais quant au fait de dire des choses. C'est plutôt, il y a beaucoup de sociologues, de gens comme ça qui ont écrit des choses sur le silence au Japon. Alors le silence est important, mais la parole moins. Voilà. Donc le fait de parler, ça les intéresse pas. Ils voient pas tellement l'intérêt de parler. Là encore, la société française, j'ai l'impression, c'était une impression que j'ai, on a l'impression qu'elle rejoint à petits pas, mais elle rejoint un petit peu la société japonaise. Hein. Enfin, la société occidentale, disons. Parce que la grande différence, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, entre les familles françaises, disons occidentales, et les familles japonaises, par exemple, c'est la place de la mère, qui est tellement importante au Japon, tellement importante, que les pères sont complètement éclipsés, ils n'existent pas, sont quasi inexistants, les pères japonais. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, ça dépend des familles bien sûr, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas ici en Occident. Oui, bien sûr, je pense que, oui, Freud a tout à fait raison, simplement le déplacement spatial ne provoque pas forcément un déplacement psychique. On veut certainement y échapper quand on fait des voyages, c'est certainement pour nous changer les idées. Mais malheureusement, souvent, on s'aperçoit que nous sommes plutôt poursuivis par la famille, psychiquement, poursuivis par Plus on veut échapper à la famille, on est poursuivi. Et par la mère, et par le père, etc., etc., etc. People ask me if I was able to speak to any patients. As I had heard, Ota's main approach to their problems was to return them to Japan. None of the psychiatrists would let me meet those patients that remained in France. I still doubt whether any exist in either country. I've read and heard of cases. A mother and daughter who locked themselves in their hotel room, believing themselves to be surveyed. A young man who began carjacking despite no prior criminal record. Most of the stories sounded more like myths than case studies. Stranger things have happened. Take Albert's story, for instance. But we have pictures of him.
pictures taken by the doctors themselves. Today, patients are nearly invisible. Doctors hide them, protect their identities. But in the 19th century, doctors used photography to show us these patients. Portraiture itself was a kind of case study. It doesn't matter what disease, you can probably find a portrait of a carrier. Senile, dementia, melancholy, intemperance, mania. Given the 19th century interest in physiognomy, photography was not just another method of description. It was a perfect description. For these doctors, a photograph was neutral. It was transparent. It showed not just the carrier of the disease, but the disease itself. Arrest the patient's image and the disease would be captured too. Imprisoned, a disease would give up its secrets. Mon nom est Philippe Barguin et je suis médecin à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je travaille dans un centre médical immergé au sein de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Notre mission est de répondre à la demande d'aide médicale urgente ou non, formulée par le flux des usagers hétérogènes de l'aéroport. Alors, bien souvent, ils sont amenés par les gens de l'aéroport, les bons samaritains de l'aéroport. C'est-à-dire que leur comportement interpelle soit le personnel des compagnies, soit les policiers, et on nous les amène. Il est extrêmement rare que des gens viennent dans le service d'eux-mêmes, mais cela arrive. Une dizaine de cas par an. Par contre, des grands malades mentaux délirants, on en a à peu près 150 dans l'année. Et ceux-là sont amenés par le personnel de l'aéroport, ou la police, ou des amis. Alors, ces passagers qui arrivent, ce sont des passagers qui arrivent. Ce ne sont pas des passagers qui rentrent, ce sont des passagers étrangers qui arrivent à l'aéroport pour visiter le pays. I knew of one passenger that matched the description. He went by the pseudonym Sir Alfred. He lived in Charles de Gaulle Airport for almost 2 decades. Of course, Dr. Barguin must have known Alfred. Karemi Nasseri Mehran. Right, his original name. But why did he choose Original name, c'est ça, c'est Karemi Nasseri Mehran. Et il est d'origine perse. Il est iranien. Et il est né en 1943 et il a quitté l'Iran vraisemblablement pour échapper à la conscription pour la guerre Iran-Irak. Après, il est revenu en Iran. Comme il était étudiant en Angleterre, il est revenu en Iran et là, il a été considéré comme un étudiant révolutionnaire et la SAVAK, la police du Shah, l'a donc arrêté. Il a refui, et puis en réalité il est venu ici. Il était peut-être même malade avant. Mais moi je ne le connais que depuis 1988. Alfred, Sir Alfred, est arrivé à l'aéroport par le train. C'était un réfugié politique qui rebondissait de Belgique en Angleterre, puis en France, en permanence. On faisait du ping-pong avec lui. Et puis un jour, il est arrivé à l'aéroport de Roissy, mais il était en zone nationale. Or, vous avez le droit de rester dans un aéroport en zone nationale. Et comme il était là, je m'en suis occupé. Parce qu'une semaine, il nous disait, j'attends des papiers d'Angleterre. Il avait un délire de filiation, j'attends des papiers d'Angleterre. Effectivement, il attendait des papiers, mais il ne les aurait jamais eus. Parce que les Anglais savaient qu'il était fou, qu'il était malade. Et donc, ils ne voulaient pas lui donner des papiers, parce qu'ils disaient, il est malade, donc on en veut. Donc, il est resté à l'aéroport, et comme il restait à l'aéroport, et qu'on ne pouvait pas le chasser de l'aéroport, on a donc, on s'en est occupé. Oui, je suis toujours avec lui depuis 28 ans. Par conséquent, je suis son médecin
et je suis soumis au secret médical. Donc je ne pourrais pas dire grand-chose sur Sir Alfred. Tout ce que je peux vous dire, c'est pourquoi on l'appelle Sir Alfred, par exemple. C'est pas parce qu'il apprécie les films de Alfred Hitchcock, pas du tout. Et puis je peux pas dire grand-chose de plus. Despite Dr. Barguin's discretion, the details of Alfred's situation are easy to discover. Several feature films, including one by Steven Spielberg, have been made about him, as have multiple documentaries, books, and even an opera. In many ways, Alfred is Albert's direct opposite. If Albert's madness was frenzied movement, then Sir Alfred's is stubborn immobility. Both seem to be products of their times. In one case, the confined factory worker flees across Europe. In the other, a stateless person creates his own fictional nation. Two very different obsessions in two very different centuries. But Albert did not have cinema to tell his story. If he were born 100 years later, perhaps Hollywood would have bought his fantasies too. Instead, he is an obscurity, a forgotten man with a forgotten disease. And these mad travelers in Paris today? Maybe they will become the subject of a Japanese horror film. Or maybe their symptoms will be buried in the mass grave of dead syndromes. Either way, they seem more real to us than we to them. If our cities disappoint them, it is because our reality disappoints them. Their insanity is not their sickness. Their insanity is their protection.